Bonjour mes chers élèves, cette vidéo est consacrée aux phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagne et leur relation avec la tectonique des plaques. Ce cours est dédié au deuxième bac PC et SVT. Dans ce cours, on va faire une introduction générale de cette unité. Donc avant d'aborder cette unité, il est nécessaire d'avoir quelques rappels. La structure de la Terre est constituée d'une succession de couches de propriétés physiques différentes séparées par des discontinuités. Donc ici, on va concentrer sur les couches et les discontinuités qui les séparent, puis les propriétés physiques de chaque couche. À travers ce document 1, on a la croûte terrestre, on a le manteau, puis on a le noyau. Donc 3 couches principales. Et dans chaque couche, on peut avoir d'autres couches secondaires. Concernant la croûte continentale, elle est constituée surtout de roches granitiques, alors que la croûte océanique, elle est constituée essentiellement de roches basaltiques. Et comme vous voyez ici, la densité des roches granitiques est plus faible que la densité des roches basaltiques. D'autre part, dans la croûte continentale, on a des plaines continentales avec l'épaisseur qui varie entre 30 et 35 km et dans les montagnes, on a l'épaisseur qui varie de 50 à 65 km. Par rapport à la croûte océanique, donc la croûte continentale est plus épaisse. Entre la croûte terrestre et le manteau, on a une discontinuité qui s'appelle discontinuité de Moho. Donc le manteau il est divisé en deux, supérieur et inférieur. Et dans certains bouquins, on peut avoir une troisième division. Donc on parle de supérieur, moyen et inférieur. Donc dans ce cas, le manteau supérieur est divisé à leur tour en une couche rigide et une couche plastique. Concernant la couche rigide, qu'on appelle manteau lithosphérique, donc il a une épaisseur importante dont la base se situe à 70 km sous les océans et vers 150 km sous les continents, sachant que la croûte océanique est moins épaisse que la croûte continentale. Puis en dessous, on a une couche plastique qu'on appelle asténosphère, donc allant jusqu'à 700 km de profondeur. Puis pour le manteau inférieur, c'est une couche solide allant de 700 à 2885 km. Puis on trouve une autre discontinuité qui s'appelle discontinuité de Gutenberg, qui sépare le manteau et le noyau. Pour le manteau, il est constitué d'une roche qui s'appelle péridotite. Concernant la dernière couche terrestre, qui est le noyau, il est constitué essentiellement de fer et nickel et divisé en deux, externe et interne, séparés par une troisième discontinuité qui s'appelle discontinuité de Lyman. Alors que la couche externe de nature liquide, avec une profondeur allant de 2885 jusqu'à 5155 km, et interne qui est solide avec une profondeur allant de 5155 km et 6371 km. Donc pour expliquer quelques petits détails, la question qui se pose, comment on a déterminé ces couches, ces discontinuités, puis comment les géologues savent que le noyau externe est de nature liquide. Donc tout simplement, on a ce qu'on appelle la géophysique, qui est une science basée sur l'utilisation des ondes sismiques P et S pour savoir la nature des couches terrestres, et aussi avec la vitesse de ces ondes sismiques, ils ont la capacité de déterminer ces discontinuités. Comment? La vitesse de ces ondes sismiques montre une variation brutale au niveau de ces discontinuités, ce qui montre qu'on a un passage d'une couche de nature donnée à une autre couche de nature différente, sachant que la vitesse de ces ondes augmente en passant d'une roche moins rigide à une roche
plus rigide. Concernant le noyau externe qui est liquide, les ondes sismiques S disparaissent, sachant que ces ondes S ne propagent pas dans les milieux liquides. C'est pour cela les géologues ont déduit que la couche externe est de nature liquide. Maintenant, on va parler de la notion de plaques lithosphériques, qu'on appelle aussi des plaques tectoniques. Donc, ce sont 10 morceaux de la lithosphère. Donc, lithosphère est constituée de la croûte terrestre plus le manteau supérieur lithosphérique. Donc la partie rigide du manteau supérieur. La lithosphère qui repose sur la sténosphère. Donc on a déjà vu la sténosphère, c'est la partie plastique du manteau supérieur qui est moins rigide, de nature plastique. Ces plaques s'assemblent à la manière d'un puzzle sur l'ensemble de la surface de la Terre. Elles sont en mouvement permanent. Ces plaques tectoniques, elles se déplacent l'une par rapport aux autres de quelques centimètres par an. Ce mouvement, il peut être un mouvement de convergence ou bien un mouvement de divergence ou bien un décrochement. Dans ce document, on a une carte de différentes plaques lithosphériques qui existent sur la Terre. Donc, comme vous voyez ici, on a des chiffres qui indiquent la vitesse en centimètres par an et les flèches qui indiquent le type de mouvement. Donc, par exemple, ici, on a un mouvement de convergence. Donc, les deux plaques s'approchent l'une de l'autre. Par exemple, ici, on a deux plaques, plaque nord-américaine et plaque eurasiatique, avec une divergence de 2,3 cm par an. Puis, on a les zones de décrochement ou bien transformant. Là, on a le passage d'une plaque lithosphérique à côté d'une autre plaque. Donc ici, on n'a ni divergence ni convergence. Donc le passage l'une à côté de l'autre. Et comme vous voyez ici, les plaques tectoniques, il y a des plaques avec des surfaces très importantes et d'autres plaques avec des surfaces moins importantes. Une autre remarque, on voit que dans ces plaques tectoniques, on a des plaques tectoniques purement océaniques, plaques tectoniques de nature océanique, comme la plaque de Nazca, et on a d'autres plaques, bien la majorité des plaques tectoniques, avec des parties continentales et des parties océaniques. Mais on ne peut pas trouver des plaques tectoniques de nature continentale seulement. Les plaques lithosphériques se déplacent l'une par rapport aux autres suivant trois manières. Donc les trois manières dont on parlait dans le document précédent. Donc premièrement, ils s'éloignent l'une de l'autre. Donc on parle de la divergence. Donc ici on a les contraintes ou bien les forces de divergence. Ce phénomène survient principalement au fond des océans, au niveau du dorsal océanique. Donc la limite entre les deux plaques tectoniques en divergence est caractérisée par dorsal océanique, là où se forment les océans par la montée du magma basaltique. Mais aussi en quelques endroits sur les continents, on parle alors de rifts. Concernant les rifts, donc ce sont des limites entre les deux plaques et l'indice de la formation d'un nouveau océan. L'espace libéré suite à l'écartement des plaques est comblé par du magma qui refroidit rapidement. Donc ce sont des volcans. Le magma ici monte sous forme du volcan pour nous donner une roche qui s'appelle basalte. Donc on a déjà vu que le basalte est la roche principale qui constitue la croûte océanique. Donc on peut avoir aussi des plaques tectoniques qui s'approchent l'une de l'autre. On parle de la convergence, ce qui donne lieu à des collisions continentales qui donnent la naissance des chaînes de montagnes. Et aussi, on parle, avant la collision, on parle de subduction, lorsqu'on a une plaque qui s'enfuit sous une autre plaque. Et c'est toujours une plaque plus dense, donc avec une densité plus importante, sous une autre moins dense. Sachant que chaque plaque est constituée d'une partie de la croûte terrestre et une partie du manteau lithosphérique, donc la densité est déterminée par la croûte terrestre associée au manteau lithosphérique. Donc toujours
la plaque océanique est plus dense que la plaque continentale. Parce que la plaque continentale est constituée essentiellement de granit qui est moins dense, alors que dans la croûte océanique, on a la roche basaltique qui est plus dense, comme on a déjà vu dans les caractéristiques des couches qui constituent la Terre. Enfin, on peut avoir deux plaques qui peuvent tout simplement coulisser, l'une passe à côté de l'autre. Donc on parle de coulissage ou bien de décrochement. Dans ce document, on va voir ce qu'on appelle la subduction. Donc la subduction, c'est l'enfouissement d'une plaque tectonique sous une autre plaque tectonique. Donc ici, on a l'éthosphère continentale qui constitue de la croûte continentale et manteau supérieur rigide ou bien manteau lithosphérique. Ici, on a une plaque lithosphérique océanique qui constitue de la croûte océanique plus le manteau lithosphérique. Donc, comme on a déjà dit, la plaque tectonique océanique s'enfouit sous la plaque lithosphérique continentale. Pourquoi? Parce que les roches océaniques sont plus denses que les roches continentales. Donc, dans le chapitre 1, on va parler des caractéristiques de cette zone qui s'appelle zone de subduction. Ici, on a le dorsal océanique qui caractérise les zones de divergence entre les plaques tectoniques. Comme vous voyez ici, il se trouve au centre de l'océan avec la montée du magma basaltique qui donne les roches basaltiques qui constituent la croûte océanique. Puis ici, comme vous voyez, on a une zone de collision dont on va parler dans le chapitre suivant. Donc, concernant les caractéristiques de chaque zone, on va les aborder dans le chapitre suivant. Donc enfin, pour conclure, on peut poser plusieurs questions. Quelle est la relation entre les chaînes de montagnes et la tectonique des plaques? Donc on va aborder le rôle de la tectonique des plaques dans la formation des chaînes de montagne, surtout les chaînes de montagne récentes. Puis, quelle est la relation entre la formation des roches métamorphiques et la tectonique des plaques? Dans un autre chapitre, on va aborder la formation des roches métamorphiques, bien ce qu'on appelle le métamorphisme, et leur relation avec la tectonique des plaques. Puis, enfin, quelle est la relation entre la granitisation et le métamorphisme? Donc, dans le dernier chapitre, on va parler de granitisation, la formation de granit, des roches granitiques, et le métamorphisme, ou bien les types de métamorphisme qui nous donnent les roches métamorphiques. Merci pour votre attention et on se retrouve dans le premier chapitre de cette unité 4 du deuxième bac PC et SVT. Donc, à très bientôt, mes chers élèves. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.